Bienvenue à tous pour ce quatrième webinaire du colloque La maternelle MLF. Alors nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir Éric Fleurat, qui est inspecteur de l'éducation nationale basé à Allonnes, dans une ville qui appartient à Le Mans Métropole dans la Sarthe et qui a été labellisée cité éducative. Alors, Éric Fleurat, nous l'avons rencontré lors d'un groupe de travail dédié à la classe dehors, puisque la Mission laïque française est partenaire de la Fabrique des communs pédagogiques qui crée justement tout ce travail autour de la classe dehors. Et nous avons eu très envie de le convier dans ce colloque. Alors, son intervention d'aujourd'hui portera sur le bien-être, à savoir le bien-être pourra bien apprendre et bien enseigner à l'école maternelle. Son intervention durera à peu près 40-45 minutes et vous aurez tout loisir ensuite de lui poser des questions. Voilà, Monsieur Fleuras, c'est à vous. Je vous remercie aussi pour votre invitation, pour l'intérêt que vous portez au travail qui se passe sur ma circonscription d'Allonnes, hein, où j'ai eu la chance de disposer de moyens pour pouvoir lancer une action d'envergure consacrée à apprendre dehors. Une action d'envergure puisque j'ai une soixantaine de classes sur la ville d'Allonnes, sur la circonscription, je vais en avoir plus de 80. Mais seulement, bon, bah, apprendre dehors, on le voit sous diverses formes, et ce qui était intéressant, c'était justement de le présenter de manière à ce que les images mentales soient communes. Alors, c'est à cet effet, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous passer une petite vidéo qui permet déjà d'avoir ensemble une image mentale de l'école du dehors, liée au bien-être aussi. Donc, on va regarder un petit extrait d'une sortie. Oh là là, l'équilibre en boîte, c'est difficile, hein. On peut s'aider de quoi pour être en équilibre? Alors, voyons voir le travail. Bravo! Il y a des... Ah, ce sont des murs. Bravo, Luna! Bravo, Fatouma! Attention, il y a des... Voilà. Voilà, donc je souhaitais passer un petit extrait vidéo parce que déjà quand on parle de bien-être à l'école, il me semblait important qu'il y ait des enfants qui commencent à être avec nous et qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Ici, nous sommes dans une classe de grande section qui sort toutes les semaines. Et bon, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que apprendre, nous, au et du dehors, parce qu'on va voir les différentes qualifications qu'on peut utiliser, en quoi ici le bien-être va favoriser les apprentissages, les interactions sociales et l'épanouissement individuel, puisqu'on va travailler sur ces trois axes principalement. Alors, dans un premier temps, ce qui me semble important, c'est de se poser la question, est-ce que les enfants vont bien? Ça, c'est une question qui est importante. Vous voyez ici ce petit schéma, ce petit graphique. C'est un graphique qui montre l'évolution du recrutement des AESH en France depuis quelques années, hein, depuis 2004. Et vous constatez que c'est une augmentation qui est de l'ordre de 10% de plus par an. Ce qui signifie que chaque année, on a besoin d'accompagner des enfants pour cause de handicap passager ou définitif, 10% de plus chaque année. C'est absolument énorme. Un autre document qui me semble intéressant, c'est celui-ci. C'est une enquête qui a été menée l'an dernier et qui donne les indicateurs chez les enfants de 6-11 ans du CFO CM2, donc, pour voir leur santé mentale. Je vous montre, vous voyez le titre, résultat de l'étude NAB sur le bien-être et la santé mentale des enfants en France métropolitaine. Et on constate qu'on a 13% d'enfants qui présentent un trouble probable de santé mentale. Ce qui, là encore, est particulièrement alarmant. Hein, donc, c'est une étude qui est disponible en ligne, hein, que vous aurez de toute façon dans le diaporama. Ça doit poser des questions, ce genre de choses, parce que jusqu'ici,
On parle effectivement de faire changer l'école, de faire évoluer les choses, mais la première question à se poser, c'est que sont devenus les enfants d'aujourd'hui? Je souhaitais aussi présenter ce petit appareil sympathique, hein, puisqu'il fait partie des causes. Vous voyez, un téléphone portable qui s'installe sur une poussette, c'est pas cher, hein, ça vaut moins de 10 euros. Et on est conscient de tous les dégâts que ça peut faire auprès des enfants. Hein, ça commence pas à la maternelle, ça commence même avant la maternelle, vous le voyez. Et aussi ici, vous voyez, je ne vais pas l'agrandir, hein, cette photo-là, c'est un enfant qui n'était pas vraiment dans le bien-être dans une classe. Hein. On constate le champ de ruines qu'il y a à côté de sa chaise. C'est un enfant qui ne va pas bien. Donc, euh, si on prend en compte l'ensemble de ces éléments, on est obligé de se dire il faut faire quelque chose. Il ne suffit pas de travailler sur les programmes, de travailler sur l'organisation, les partenaires, etc. Il faut aussi s'intéresser aux enfants et sur le type de pédagogie qu'on va proposer. Hein, donc, on a ici un constat de dégradation de la santé psychique, physiologique des enfants. Donc, il faut vraiment qu'on prenne ça en compte. Alors, sur quoi l'école peut-elle agir? L'école peut agir, bien entendu, sur la santé et le bien-être, et c'est bien l'objectif de cette intervention, puisque la santé et le bien-être sont étroitement liés. Donc, le stress, les immunités, les capacités motrices, tout ça, on va voir ça au niveau de l'école du dehors. On va pouvoir travailler aussi sur les compétences individuelles, c'est-à-dire la confiance en soi, la créativité, la capacité à faire face à des problèmes, et aussi les compétences sociales, c'est-à-dire la capacité à coopérer, à communiquer avec les autres. Voilà, donc c'est tout cela qu'on va aborder dans cette intervention. Alors, dans un premier temps, les différentes appellations qu'on peut avoir pour l'école du dehors. Vous voyez, on a des forest schools, on a des écoles du dehors, on a souvent des appellations qui sont liées à la préservation de l'environnement, à l'épanouissement de l'enfant, quelquefois aux apprentissages. Hein. Donc, la difficulté, c'est de trouver quelle appellation on va pouvoir donner. Donc, nous, on a choisi d'utiliser l'extérieur en même temps comme salle de classe et comme ressource d'apprentissage. Donc, on a appelé ça apprendre au et du dehors et on a baptisé ça A2D2. Ça fait un petit peu robotique, mais justement, c'est le côté paradoxal qui permet de mieux retenir. Mais ça, c'est anecdotique. Voilà, donc je continue. Si mon diaporama veut bien, voilà. Donc, où est-ce qu'on peut pratiquer? Alors, la pratique, on peut l'avoir partout. Si je pouvais enlever ça, ça m'arrangerait. J'ai une petite fenêtre en haut. Petit poussé pouvait se réduire. Voilà. Excusez-moi, hein, il faut que j'ai mon écran qui... voilà, et il faut que j'organise tout cela pour y voir clair. Bon, où pratiquer? Donc, on va pratiquer aussi bien sur la cour d'école, dans le jardin de l'école, dans un parc municipal, dans un espace de proximité. Donc, bon, on peut pratiquer pratiquement partout. Et c'est ça qui est important, puisque certains enseignants se disent, oui, moi, je ne peux pas, je suis en ville, moi, je ne peux pas, il n'y a pas d'espace vert. Pratiquement dans toutes les situations qu'on a pu observer jusqu'ici, on n'a pas vu de contre-indication, on n'a pas vu d'éléments qui pouvaient nous faire penser que ce n'était pas possible. Parce que même si on n'a pas d'espace extérieur à l'école, on a toujours un minima à la cour de l'école. Donc, dans la totalité des écoles, c'est profitable à tous les élèves, même en milieu rural, parce que souvent, on s'imagine qu'en milieu rural, ils connaissent mieux les extérieurs. On s'aperçoit que les enfants qui habitent en milieu rural, la plupart du temps, ils sont eux aussi hors sol, c'est-à-dire qu'ils vivent à la maison, ils regardent des écrans, ils ne sortent pas beaucoup, ils ne connaissent pas ce qui se passe ou ce qui existe en dehors de leur maison. Donc, c'est profitable aussi aux enfants du milieu rural. Hein. Et idéalement, il faut choisir un endroit où il n'y a pas d'aménagement spécifique, puisque dès l'instant où il y a des aménagements spécifiques,
les enfants ont tendance à les investir, donc à faire des choses déjà programmées. C'est-à-dire que s'il y a un espace pour grimper, ils vont grimper. S'il y a un espace pour glisser, ils vont glisser. Donc l'improvisation, l'imagination, l'inattendu, tout cela, ça ne va pas pouvoir être activé. Donc idéalement, on va chercher un espace sans aménagement spécifique. La fréquence, alors elle est déterminée par les usages, par la confiance en soi, par la confiance que peuvent avoir les enseignants en eux-mêmes, parce qu'on a des enseignants qui n'osent pas commencer. Et quand ils n'osent pas, ils sortent moins souvent. Donc, dans un premier temps, il y en a qui font une sortie par période, une sortie par mois, d'autres par quinzaine, et puis il y en a qui font une fois par semaine. Donc, idéalement, la sortie une fois par semaine sur une demi-journée, c'est vraiment très, très bien. Ça permet aux enfants de se familiariser avec un espace naturel de proximité et de développer un lien intime avec lui. Pas simplement où on va jouer, mais aussi où on va apprendre à connaître cet environnement. Donc, et ceci à toutes les saisons et par tous les temps. Et ça, c'est important aussi, puisqu'on a des enfants de plus souvent qui vivent un petit peu hors sol, hein, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas le rythme des saisons. Quand il fait froid, ils restent à la maison. Quand il pleut, ils restent à la maison. Enfin, ils ont peur de tout. En France, hein, je passe en France métropolitaine. Hein, je ne sais pas comment c'est dans les divers pays où vous pratiquez, mais très souvent, dans les enfants occidentaux ont tendance à être beaucoup enfermés et à être trop longtemps devant les écrans. Donc, régularité, c'est extrêmement important puisque c'est de cette régularité qu'on va pouvoir tirer toute la quintessence des avantages de cette pratique. Donc, un rapport avec le milieu, ça permet de connaître la faune et la flore, bien entendu, donc de travailler le langage, de suivre l'évolution au fil des saisons et de voir comment fonctionne un écosystème, c'est-à-dire ne pas isoler chaque chose que l'on trouve pour l'étudier séparément. Il faut que les enfants puissent comprendre que tout ça, ça fonctionne ensemble, hein, puis permettre aux enfants d'interagir. Et en interagissant, on va voir qu'ils vont développer des relations à valence positive. Alors, les relations à valence positive, c'est ce que nous apprennent les neurosciences, mais bon, vous l'aviez déjà remarqué dans votre pratique, c'est que lorsque des enfants partagent des moments agréables ensemble, toute la mémorisation va être beaucoup plus efficace parce qu'elle sera associée à des moments de joie et de bien-être. Donc, le bien-être en soi est déjà un élément qui va permettre de renforcer les liens de mémorisation au niveau cérébral. Et ça, c'est important, puisque la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le bien-être, c'est une fin ou est-ce que c'est un moyen, hein? Et bien entendu, tout au long de cet exposé, on va voir que c'est en même temps une fin et c'est aussi un moyen qu'il serait dommage de ne pas exploiter pour pouvoir permettre aux enfants de s'épanouir au mieux. Alors, les précautions. Donc, bien entendu, quand on sort avec des enfants, on a besoin de s'entourer d'un certain nombre de précautions, ne serait-ce que d'abord rassurer les familles. Donc, idéalement, il faut faire une réunion pour informer, expliquer, rassurer sur le fait que les enfants ils vont apprendre des choses, ils ne vont pas se salir, ils ne vont pas se blesser, mais aussi qu'on a besoin de l'adhésion et de l'aide des parents, à savoir que bien entendu, quand on sort, il faut que les enfants soient équipés ou habillés de façon à pouvoir être bien dans la nature et ne pas avoir peur de se salir ou d'abîmer des vêtements. Sélectionner un lieu en accord avec la collectivité locale. Alors, il peut arriver qu'il y ait des lieux privés aussi, hein. Donc, quand c'est un lieu public, c'est bien de voir ça avec la collectivité locale pour déjà éventuellement que la collectivité puisse améliorer les conditions d'accueil, parce que quelquefois, il peut y avoir des éléments qui peuvent être dangereux, des branches qui peuvent tomber, des choses comme ça. Donc, s'assurer qu'au niveau de la collectivité locale, il n'y aura pas de problème de sécurité. Si c'est un lieu privé, il existe des conventions pour pouvoir permettre d'aller sur ce lieu privé en étant certain que toutes les règles au niveau assurance seront respectées et autorisation. Et ensuite, il faut préparer. Il faut préparer, bien entendu. Alors, les préparations, on y reviendra tout à l'heure. Ce n'est pas simplement sortir, puisqu'on est vraiment ici, je vous parle en tant qu'inspecteur, donc on est bien dans le milieu scolaire avec un objectif qui va être
de permettre des apprentissages. Hein, donc, si on a des apprentissages, il faut les cibler, il faut avoir des objectifs, parce que si on saupoudre en prenant tout et n'importe quoi au fur et à mesure, ça ne va peut-être pas marcher. Il faut savoir saisir des opportunités, mais il ne faut pas non plus se disperser, il faut savoir ce qu'on veut étudier. Donc, et aussi effectuer une reconnaissance du parcours, une reconnaissance des lieux, hein, du parcours bien entendu, parce qu'il y a toujours des choses à voir sur un parcours, et le parcours fait partie des éléments dont on va pouvoir tirer des enseignements pour les enfants, où ils vont pouvoir découvrir des choses. Et du site, bien entendu, parce qu'on a besoin, nous, enseignants ou professionnels de l'éducation, quelquefois d'avoir quelques informations complémentaires sur la faune, la flore, le nom des arbres, des plantes, des feuilles, etc. C'est bien quand on a un partenaire associatif, hein, d'une association locale, hein, qui est animateur nature, etc. Alors, souvent, ce qu'on voit sur les films, dans les vidéos en ligne, c'est que l'école du dehors, ça ressemble un petit peu à le plaisir d'être dans la nature, de faire plein d'activités où on s'éclate, on fait des jeux, etc. Bien entendu, il y a ça. Hein, mais il y a aussi une partie où on va apprendre. Donc, ce n'est pas simplement un intermède récréatif, hein, c'est aussi une opportunité d'apprendre en jouant, en découvrant un milieu différent, dans des situations inhabituelles. Donc, je vous le disais tout à l'heure, hein, il faut l'adhésion et la coopération des partenaires. Ça, il faut s'en assurer. Il faut bien entendu que les enfants soient informés de tout ça. Mais c'est aussi possible de le faire sans partenaire si vous n'en avez pas. La difficulté, c'est toujours d'avoir suffisamment d'accompagnateurs pour sortir. Et ça, c'est un problème récurrent, surtout depuis la sortie des textes des grandes vacances de l'été dernier, qui renforçaient le taux d'encadrement pour les classes en maternelle et en élémentaire. Alors, la proposition qui suit, c'est un petit peu une structuration d'une demi-journée de sortie, pour avoir une idée de ce qu'on peut faire, parce que beaucoup d'enseignants hésitent à sortir parce que ils savent pas trop ce qu'ils vont pouvoir construire. Donc, il y a plusieurs étapes dans la sortie, hein. Il y a la première étape qui est le trajet, bien entendu. Alors, si on a fait une reconnaissance, on sait déjà ce qu'on va pouvoir observer sur le trajet. Donc, avec des enfants de maternelle, il y a bien entendu, il va y avoir les commerces, il va y avoir des bâtiments, il va y avoir des endroits particuliers, il va y avoir des écrits aussi, des panneaux, des choses comme ça. Donc, tous ces éléments-là sont tous très intéressants pour des enfants de maternelle. Donc, on a tout un accompagnement langagier qui va permettre aux enfants de mieux comprendre leur environnement lorsqu'ils vont s'y déplacer. Lorsqu'on arrive sur place, bien entendu, il y a aussi un temps de rituel d'installation. Alors, est-ce que je peux ici? Non, voilà, donc je ne vais pas le faire. Donc, vous avez des petites photos sur le côté ici, hein, donc vous avez quelquefois des plots, hein, quelquefois des foulards ou des choses sur les arbres, un repère sur un arbre. Enfin, bien entendu, vous n'allez pas dérouler des rubalises tout autour d'un secteur pour en faire un périmètre de sécurité. Ce qui est important, c'est qu'un enfant puisse toujours avoir en visuel un point, et il faut lui expliquer que tant qu'il voit ce point-là, il peut se déplacer. S'il ne le voit plus, il faut qu'il se rapproche. Donc, on explique aux enfants au travers de rituels. Bon, il y a l'installation, il y a le balisage et les consignes de sécurité. Ça, c'est essentiel, mais petit à petit, ça va s'instaurer naturellement. Et ensuite, on va passer à des explorations libres. Alors, je vais y revenir plus en détail tout à l'heure aux explorations libres. C'est un moment où l'enfant va se connecter avec le milieu et en même temps avec lui-même. Donc, c'est en même temps un moment où il va pouvoir ressentir le fait qu'il existe et au milieu d'un environnement particulier. Alors, on va voir un petit peu à quoi les conséquences qu'il peut y avoir à cela. Donc, des explorations, une activité d'ancrage. Alors, cette activité, ça va être une activité du type jeu, projet, choses comme ça, qui servira d'ancrage pour une exploitation pédagogique qui aura lieu plus tard. Donc, ça, c'est important parce que
ça montre que ce que les enfants vont pouvoir vivre à l'extérieur, ce sera exploité ultérieurement en classe. Donc, on ne fait pas simplement que vivre des choses à l'extérieur et ensuite rentrer et passer à autre chose. Il y a bien une connexion entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passera à l'intérieur. Une activité 2 si on a le temps, mais en général, on n'a pas le temps. Alors, ensuite, un atelier auquel j'attache beaucoup d'importance et j'y reviendrai aussi. C'est un atelier philo. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont fait de la philo, des ateliers philo pour les enfants de maternelle à partir de la moyenne section, pas avant, hein. C'est absolument étonnant et ça permet aux enfants d'avoir une ouverture d'esprit qui est assez surprenante, vraiment. J'y reviendrai tout à l'heure. Et bien entendu, ensuite, le trajet de retour. Donc, je vais revenir sur ces différents points au cours des pages suivantes. Donc, cette structuration, ça permet déjà de moins avoir peur de l'organisation de la matinée. Alors, dans un premier temps, je voudrais quand même qualifier ce que c'est que voir en quoi un espace naturel va agir sur le bien-être de l'individu. Alors, vous savez que tous les individus ont un système nerveux autonome. Alors, je ne vais pas entrer dans les sciences dures, hein. On a un système nerveux sympathique, un système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, on va dire que c'est un petit peu tout ce qui va mobiliser le corps pour faire face à des situations un peu stressantes. Hein, donc, c'est un système nerveux qui est souvent mobilisé à l'école dans des situations où il y a du stress, dans des situations où on sent une pression. Comment dire, ça pénalise directement les capacités d'apprentissage. Hein, donc, c'est le système nerveux sympathique. Or, on s'aperçoit que lorsqu'un enfant ou un adulte même fréquente un environnement naturel, c'est le système nerveux parasympathique qui se met en route et on a une baisse, et ça c'est mesuré, c'est largement documenté par la science, hein, on a une baisse sensible, vraiment réelle du stress. Et quand il y a une baisse du stress, la disponibilité aux relations, aux apprentissages est beaucoup plus importante, puisque le stress, ça déclenche un envahissement émotionnel, c'est-à-dire une production de cortisol, en quelque sorte, qui a une tendance à anéantir un petit peu les capacités du cerveau, hein, dans les cas extrêmes, hein, soyons clairs. Hein, mais quand on est dans un milieu naturel, c'est le contraire qui se passe. On va avoir des sécrétions d'hormones qui sont relaxantes, qui permettent d'être beaucoup plus disponibles, beaucoup plus positifs dans ces relations. Et bien entendu, ça agit sur les capacités d'apprentissage et sur la mémoire. Hein, donc, le système nerveux parasympathique, donc je vous parlais des hormones qui étaient sécrétées, les endorphines, la sérotonine et la dopamine, c'est vraiment ce qui montre que la fréquentation d'un milieu naturel extérieur va activer tout ce qui permet de provoquer du bien-être chez l'enfant. Alors, bien entendu, aussi chez l'adulte, donc ce qui n'est pas inutile quand on est enseignant et qu'on a des enfants toute la journée. Donc, ça atténue les effets du stress et bien entendu, ça rend disponible aux interactions sociales, hein, et aux apprentissages, puisque il a été montré que lorsque un groupe d'individus, quel que soit son âge, partage une expérience positive, agréable, ça favorise la compréhension et la mémorisation. Ça aussi, c'est renseigné, hein, sur des articles assez récents qui sont parus dans le magazine Science il y a deux mois, il me semble. Donc, on est vraiment sur des documentations qui montrent que la fréquentation d'un milieu extérieur favorise le bien-être, donc favorise aussi la disponibilité aux apprentissages. Deuxième aspect sur le bien-être. Dans les écoles, on a ce qu'on appelle des enquêtes de climat scolaire. Alors, je vous passe les différents items qui sont balayés dans les enquêtes de climat scolaire. Hein, alors, on a la justice scolaire, la pédagogie, coopération, prévention des violences, la coéducation, les pratiques partenariales, la qualité de vie à l'école. Donc, tout ça, ce sont les paramètres, hein, la stratégie d'équipe, bon, c'est autre chose. Ce sont les paramètres qui vont influer sur le climat scolaire, donc sur le bien-être de l'enfant. Donc là, on est vraiment sur le système école qui va favoriser le bien-être. Alors,
ça me semblait intéressant pour compléter l'aspect physiologique précédent. Ici, on est sur l'aspect organisationnel, systémique de l'école. Et il y a un troisième aspect qui me semble extrêmement important, qui sera abordé dans des conférences que vous verrez ultérieurement aussi, mais que moi j'ai organisé en système. Hein, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est les comportements, le bien-être ici. Il va être conditionné par trois pôles. Le pôle des affects. Alors, les affects, c'est les différentes consciences qui vont commander les émotions. Alors, les émotions, les principales émotions, les 5 principales émotions, ce sont la surprise, la peur, la colère, la tristesse et la joie. C'est les 5 émotions de base. Après, elles se déclinent de toutes les manières. Donc, on a les affects qui vont déclencher des émotions, les besoins aussi qui vont déclencher des émotions. Donc, vous voyez que c'est les besoins que vous avez dans les travaux d'Abraham Maslow, hein, qui sont ici. C'est très connu, hein, besoins physiologiques, de sécurité, d'amour, d'appartenance, d'estime de soi et d'auto-accomplissement. Je ne m'étends pas sur le détail de ces besoins. Je veux simplement montrer que le bien-être, il va être conditionné par la combinaison des affects, des besoins, mais aussi des savoirs. C'est-à-dire qu'un enfant qui, par exemple, a besoin de sécurité et qui sait qu'il va pouvoir la trouver près d'un adulte ou dans un endroit particulier, les savoirs vont permettre de réguler son stress, donc lui permettre d'accéder au bien-être parce qu'il a des savoirs. Donc ça, c'est intéressant. Cette articulation affect, besoin, savoir, elle est centrale dans la génération du bien-être chez l'individu, que ce soit un enfant ou que ce soit un adulte. Voilà. Donc, je souhaitais donc aborder ces 3 points pour la définition du bien-être, parce que ça me semblait important d'avoir tous les axes qui permettent d'approcher le principe de bien-être. Alors, une fin ou un moyen, le bien-être, c'est quand même intéressant de le voir. Hein, donc, ça peut constituer une fin ou un objectif, et je crois que parmi nous, il y en a un certain nombre qui ont, à certains moments de leur vie ou de leur journée, tenté de trouver un état de bien-être parce que bon, ben, ça faisait partie d'un équilibre, hein. Mais ça peut aussi être un état de bien-être pour pouvoir faire quelque chose. Donc, ça peut être une fin, mais ça peut être aussi un moyen pour aller plus loin. Et nous, quand on va travailler, quand on va être sur l'école du dehors, on va être sur ces 2 dimensions. Alors, il faut que je regarde le temps que j'ai parce que voilà, oui, je vais être long, hein. Donc, je vais passer ces parties-là. Pour apprendre, il faut interagir. Donc, pour interagir, alors je ne vais pas vous faire les théories de l'enseignement, dans un milieu naturel, l'enfant, il va pouvoir interagir avec un milieu qui est inhabituel, c'est-à-dire que quand un enfant est dans une classe, quand il est dans une maison, quand il est dans un environnement connu, ben, il n'y a pas de surprise, hein. Il va être en contact avec des matières habituelles, hein, du plastique, quelquefois du métal, du bois, lisse, plat. Donc, en termes d'apprentissage pour ce qu'on appelle les fonctions exécutives, il ne va pas acquérir grand-chose. Donc, le fait d'aller dans un environnement naturel, ça va lui permettre justement de découvrir et de mobiliser beaucoup plus de capacités pour pouvoir s'adapter à son environnement. Donc, c'est l'adaptation à l'environnement qui va lui permettre justement de trouver du bien-être et aussi de développer des compétences qui vont l'aider à apprendre. Bon, alors je voulais vous montrer justement cette petite diapo. Donc, le fait d'être en extérieur, je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait plusieurs étapes, hein, dans ce moment d'apprentissage, enfin d'école du dehors. Ça va permettre de restaurer les équilibres vitaux individuels. Donc, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. On était sur la partie physiologique et mentale, donc sur le système parasympathique dont je vous ai parlé. Donc, les équilibres vitaux individuels. On va être en 2 sur la socialisation, c'est-à-dire que le fait que les enfants se sentent bien, qu'ils soient dans un environnement où ils se sentent bien aussi d'ailleurs, où il y a
un certain nombre d'éléments qui lui permettent de se sentir à l'aise, il va développer des interactions sociales qui vont être extrêmement positives. Et la combinaison de tout ça, ça va lui permettre de gagner de la confiance en soi, de la créativité, curiosité, motivation, etc. Tous les éléments qui font qu'il va être prêt à apprendre. Donc, lorsqu'on pratique l'école du dehors dans les pratiques pédagogiques, hein, ça permet justement de favoriser les apprentissages en mobilisant ces différents points. L'erreur, ce serait d'être simplement sur l'un de ces points sans exploiter la dynamique de cette mise en synergie. C'est un système en vérité. Il faut qu'il y ait les trois dimensions pour que ça marche. Donc, cet aspect aussi est important. On dit souvent aux enfants, il faut protéger la nature, il faut trier les déchets, il faut faire des tas de choses très, très intéressantes, c'est vrai, qui sont de l'ordre des consignes ou des conseils, etc. Mais en vérité, le postulat ici, c'est que si les enfants vivent des expériences agréables dans un environnement, ils auront envie de le protéger après. Donc, l'idée, c'est, bien entendu, il faudra qu'ils prennent des habitudes, qu'ils adoptent des gestes et des comportements qui permettent de préserver l'environnement. Mais pour que ces gestes et ces comportements aient un sens, il faut qu'ils aient pu vivre des moments agréables dans ce milieu. Donc, pour pouvoir profiter pleinement de ces sorties, il faut des explorations libres dans un espace sécurisé, ça on l'a vu, des expériences vécues où il y a des interactions, on va le revoir, et développer une pensée critique, et on va voir ça, j'espère que je vais avoir le temps. Alors, je vais passer ça. Donc, je vais revenir donc sur les différentes étapes de façon à aller assez vite. Donc, je vais commencer par les explorations libres. C'est la première étape de la sortie. C'est là où on va amener les enfants à découvrir un état de bien-être qu'ils n'ont souvent pas pu connaître avant, puisque les explorations libres, elles vont consister à lui permettre de faire à le laisser faire ce qu'il veut, sans consigne, dans un environnement, dans un endroit où on a balisé, mais où ils sont libres. Et ça, chez beaucoup d'enfants, c'est extrêmement déstabilisant parce que la plupart du temps, leur vie, ça a toujours été fait comme ci, fait comme ça, fais pas ci, fais pas ça, attention, tu vas te blesser, etc. Et là, on leur dit rien. Ils font ce qu'ils veulent, mais bien entendu, on est d'accord, c'est un environnement sécurisé. Donc, ça va permettre ce qu'on appelle une synchronisation cérébrale. C'est quoi la synchronisation cérébrale? C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. À partir du moment où on partage ensemble une expérience agréable, les cerveaux se mettent en phase et ça permet de mieux se comprendre. Et ça a aussi été documenté et vérifié dans un article récent cette année en neurosciences. Ça va permettre à l'enfant de gérer sa liberté et de rencontrer un petit peu l'ennui et puis de s'apercevoir qu'après l'ennui, il peut y avoir des choses intéressantes. Donc l'enfant va aussi développer de la confiance en lui, il va être face à lui-même à un moment. Ça va développer à un moment de la curiosité, l'apaisement parce qu'il n'y a pas de pression, et ils vont commencer à prendre des risques. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on constate que les enfants spontanément, ils vont adopter deux comportements quand on leur permet d'être dans les explorations libres. Le premier comportement, c'est coopérer, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre à construire une cabane, un pont, à faire un trou, enfin, à faire des choses ensemble. C'est la première chose qui leur vient à l'esprit. Et, ou bien, il y en a qui vont se mettre à part, qui vont gratter tout seuls dans un coin ou s'asseoir et puis profiter du calme. Ils vont être vraiment dans des comportements extrêmement apaisés et positifs. Et ça, c'est quelque chose de rare dans leur vie, on le sait bien. Donc, j'ai mis à gauche ici des enfants qui étaient dans la neige, mais ça peut être vraiment des tas de, quel que soit le pays, on va avoir des environnements naturels qui vont permettre aux enfants de découvrir plein de sensations et plein d'émotions. Alors, j'ai parlé, bien entendu, les 5 sens qui vont être développés, la motricité, puisque quand ils sont à l'extérieur, comme ce n'est pas un environnement habituel, ils vont être obligés de faire attention aux branches, aux trous, aux bosses, aux cailloux, aux rochers, enfin bon, à des tas d'inégalités
qui font que le corps va être obligé de s'adapter à l'environnement, ce qui n'arrive pas suffisamment au quotidien dans la vie de l'enfant. Donc, en motricité, c'est extrêmement important. Et le fait d'avoir une bonne motricité, ça favorise aussi les apprentissages et la confiance en soi. Les affordances, c'est en quelque sorte la relation qu'on va développer avec des objets. C'est-à-dire que l'affordance, un enfant trouve une branche par terre, il va en faire peut-être un petit personnage. Il va trouver un caillou, il va en faire une maison. Enfin, il va faire de l'objet un objet à lui. Il va commencer à entrer dans le symbolisme avec. La sérendipité, c'est aussi quelque chose d'intéressant qu'on voit souvent, dont on parle souvent dans les découvertes scientifiques. C'est tout simplement par inadvertance, on va mettre en œuvre quelque chose, on va découvrir quelque chose, une chose à laquelle on ne s'attendait pas. Imaginez par exemple, on a un bout de bois en porte-à-faux sur un autre bout de bois, l'enfant marche dessus et le bras de levier, ça fait sauter le bout de bois qui était en porte-à-faux. Alors, il y en a qui vont passer à côté sans y faire attention, puis d'autres qui vont dire « Ah, c'est marrant ce truc-là », et ils vont recommencer en posant des bouts de bois en porte-à-faux de différentes manières, et ils vont expérimenter cette espèce de catapulte amusante qu'ils auront découvert complètement par hasard. Ça s'appelle la sérendipité. C'est comme ça qu'ont été découverts les rayons X et bien d'autres choses. Donc, ça va développer aussi l'imagination, la créativité. Donc, la socialisation, j'en ai parlé. Les fonctions exécutives, donc c'est toutes les fonctions qui permettent de s'adapter à un environnement dans lequel on évolue. Donc ça, c'est extrêmement important de développer ces fonctions-là, et c'est malheureusement ce que les enfants ne développent pas assez à notre époque. Donc le temps d'exploration libre, il est fondamental pour placer l'enfant dans les meilleures conditions pour pouvoir apprendre, parce que justement, il aura activé tout son être pour pouvoir s'adapter à son environnement et à y passer des moments actifs. Ensuite, les activités d'ancrage, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. On en a vu tout à l'heure dans la petite vidéo de présentation. On a vu des enfants, vous voyez, on a vu ça tout à l'heure. Hein? Tu as déjà essayé? Alors, que fait-il ce bateau? Oh! Voilà, donc je vais pas m'étendre. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a des enfants qui vont expérimenter des choses dans la nature, dans un milieu naturel. Donc ici, c'est flotte, coule, chavire. Donc des enfants qui vont avoir une relation à l'eau, au bois, enfin aux différents matériaux. Donc ce sont des expériences qui vont être vécues et qui pourront être ensuite exploitées en classe pour des apprentissages plus formels. Donc, on va pouvoir travailler sur flotte ou coule, mais les enfants auront beaucoup mieux compris le concept de flotter ou couler parce qu'ils auront agi, ils auront engagé le corps, ils auront vécu une expérience extrêmement riche parce que vous avez entendu l'enseignante, l'accompagnement langagier qu'elle met avec ça, elle donne des mots, elle donne beaucoup de langage et les enfants vont pouvoir acquérir du langage grâce aux mots qu'on va leur donner. Puisque dans 90% des mots qu'on connaît, on ne nous les a pas expliqués. Ce sont des mots qu'on a compris grâce au contexte. Donc, le fait de permettre aux enfants de vivre des situations en les accompagnant de tout le langage qui correspond au contexte, ça va permettre aux enfants de développer leur capacité de compréhension de manière extraordinaire. Et le gros problème que nous avons aujourd'hui dans nos sociétés, c'est que comme les enfants vivent de moins en moins d'expériences réelles, ils ont de moins en moins de capacité de langage parce que le langage, il correspond au vécu. Plus on a de vécu avec un accompagnement langagier, plus on va avoir du langage et la capacité de comprendre et de se faire comprendre. Donc, ces activités d'ancrage ici, elles sont absolument fondamentales dans le sens où on va permettre aux enfants de développer des capacités de compréhension qui leur seront utiles dans tous les domaines, vous en doutez bien. Donc, dans un premier temps, on a les jeux et les projets sur site, où on va vivre des situations avec un accompagnement langagier et où les enfants vont de leur côté, bien entendu, s'exprimer. Je vous en remets une petite pour la route. Allez. Ah, regardez les garçons, que font les bateaux? Mon bateau, il part avec le courant. Ah oui, tu as raison. L'eau court.
Moi, j'ai ça pour jeter. Elles ont l'air réussies, vos embarcations, hein. Voilà. Donc, ce qui est intéressant quand même, c'est vraiment la richesse du langage qu'on va pouvoir donner aux enfants. Ici, on est avec des enfants qui sont dans un des REP plus, dans le REP plus d'ailleurs le plus défavorisé de France métropolitaine, parce que ce sont les IPS les plus bas. Et vous avez pu constater quand même qu'on a un niveau de langage qui est excellent du fait qu'on a une enseignante qui donne un accompagnement langagier extrêmement solide dans un environnement extrêmement riche, parce que là, on est sur des sorties hebdomadaires. Donc, on a les expériences vécues avec le langage, et une fois que ces expériences sont vécues en contexte, on va sortir du contexte et on va les exploiter hors contexte, en classe. Hein, donc ici. Là, c'était... Vous les reconnaissez, les enfants? Je ne vois pas très bien. Oui. C'est qui, là? Tony et Toumaya. Sorine et Soumaya. Elles sont à côté de quel arbre, là? L'arbre de moi. Non. C'est quoi, leur arbre? Du pain. Un pin, tu as raison. On voit bien l'écorce du pin. Alors, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que sur site, il y a des expériences vécues, on garde des traces, et à partir de ces traces hors contexte, on va faire un travail plus systématique sur le langage, hein, donc sur les phrases et sur le vocabulaire. Donc ça, c'est la base hein, du langage à la maternelle, bien entendu. On peut, si on n'a pas de photos, si on n'a pas de tablette, on peut ramener, bien entendu, des objets. Alors, par contre, si j'aimerais regarder le tri. Là, c'est toujours toi. Bah oui, c'est bizarre, hein. Là, vous avez... Là, C'est Soumaya tout. les enfants, là, vous avez réalisé un tri. Qui m'explique le tri? La mousse. Vous l'avez trouvé où, la mousse? Vous l'avez trouvé... Dans la forêt. Dans les pieds. Au pied de l'arbre. Pourquoi? Bon, donc il y a plein de moyens de réactiver le langage pour faire un travail plus systématique par la suite. Donc, l'activité d'ancrage, c'est une activité qui va être vécue comme un jeu, comme un projet sur site et qui va être exploitée par la suite en classe pour pouvoir formaliser les apprentissages. Donc, première partie en contexte, dans la nature, et deuxième partie hors contexte, à partir des traces et des objets qu'on a pu conserver qui permettent de faire un travail plus formel. Et le troisième type d'activité, donc je vous ai parlé dans un premier temps des explorations libres, dans un deuxième temps des activités d'ancrage. Le troisième temps, c'est une activité. Ah oui, je vous ai. Bon, on y reviendra plus tard parce que je n'ai pas le temps. Voilà, vous m'excusez, je vais passer directement parce que je crois qu'il me reste peu de temps. Hein. Non, Il est les 45. interlocuteurs. Il est Oui, c'est ça, 45. les Donc, si vous 45. voulez laisser un peu de temps de questions, effectivement. Voilà, donc je prends juste quelques minutes pour la dernière partie, l'atelier philosophique, qui peut paraître un petit peu anecdotique. Hein. Donc on a bien eu exploration libre, activité d'ancrage. L'atelier philo, il a quelque chose d'extrêmement puissant, c'est qu'on vit dans un monde où on a de moins en moins d'ouverture d'esprit, de plus en plus de gens qui se referment sur leurs certitudes. Ce qui est formidable dans les ateliers philo, c'est qu'au début, les enfants exposent d'abord leur point de vue, qui est le point de vue des parents, et ils s'aperçoivent, en écoutant les autres enfants, qu'il y a d'autres points de vue et qu'on peut en discuter, que personne n'a raison, personne n'a tort, mais qu'il y a différentes manières de voir les choses. Et ça, quand on peut le faire dès la maternelle, en fin de moyenne section, à partir de la fin de moyenne section, et puis ensuite on continue idéalement bien plus tard que la maternelle, bien entendu, hein, on a ici une opportunité formidable de permettre aux enfants non seulement de développer leur langage, mais de développer une pensée critique, mais une pensée critique constructive. Et ça, j'y suis extrêmement attaché parce que les savoirs ne servent à rien s'il n'y a pas derrière une pensée intelligente qui va permettre de les exploiter de manière utile pour le monde de demain. Voilà. Hein, ce sera ma conclusion. J'ai essayé de calibrer. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis à votre écoute. Si je vous retrouve.
Merci Eric. Oui, alors je me permets d'ouvrir le micro. On a quelques questions effectivement dans le clavardage. Euh, Quelqu'un, alors, dont le nom est prof, mais qui demande, est-ce que vous auriez un manuel à recommander? Un manuel Alors, est-ce que c'est pour la pour apprendre philo? dehors? Alors, on demande au ou à la collègue qui a posé cette question sur la philo en moyenne section. Ah, sur la philo. Alors, un Oui. manuel de philo, non, j'ai pas de manuel, mais il y a des ouvrages, il y en a plusieurs, mais consultez le site de Edwige Chirouté que j'ai mis ici, qui est l'ambassadrice à l'UNESCO pour la philo avec les enfants. Hein, vous avez plein d'ouvrages pour faire philosophie avec les enfants, vous en avez plein. Hein. Donc, je ne vais pas en tête ici, mais bon, vous n'aurez aucun mal à trouver. Il y a vraiment des très bons auteurs là. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Je peux savoir, j'ai une question. Combien de sorties est recommandé en petite section d'habitude? Est-ce que En vous petite croyez? section, il y a pas, en petite section, il y a pas de problème. On peut, comme avec les autres classes, on peut faire des sorties hebdomadaires, mais avec les petits, bien entendu, on va aller moins loin. Hein, parce que le temps de trajet peut les fatiguer, donc on ne va pas dépasser, on va être entre 5 et 10 minutes de marche. Mais on peut sortir régulièrement toutes les semaines, bien entendu. Il n'y a pas de problème. Hein. Au contraire, c'est pour les petits, c'est très très bien de sortir parce que là, ça développe leur motricité, ça développe le réveil, leur intérêt pour le monde. Donc, ça permet ça leur permet d'accéder au langage beaucoup plus tôt. Puisque actuellement, le retard de langage qu'on constate en éducation prioritaire, il est principalement dû au fait que les enfants ont une carence de vécu, d'expérience et d'accompagnement langagier de ce vécu. Donc, plus on va pouvoir sortir tôt en leur donnant du langage sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils font, plus on va les faire avancer rapidement. Mais en général, les longs trajets ne sont pas recommandés. C'est-à-dire Alors, si, long trajet, je vous dis, il faut rester dans les 10 minutes maxi hein, avec les petits. Il ne faut pas non plus que le trajet prenne tout le temps de la sortie. Hein. 10 minutes, bah, c'est vous qui voyez. Quelquefois, on a des enfants qui peuvent marcher plus. Mais bon, des petits, je pense que 10 minutes, on est pas mal. Hein. merci. J'ai une question. Est-ce qu'on peut travailler l'atelier philo en petite section aussi? Alors, l'atelier philo en petite section, ça ne va pas s'appeler philo. Hein, parce qu'en petite section, ils n'ont pas développé encore ce qu'on appelle leur théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, elle va se développer à partir de la moyenne section. C'est-à-dire, la théorie de l'esprit, c'est l'âge à partir duquel un enfant découvre que les autres enfants ont des points de vue différents du sien, des émotions, des points de vue, etc. C'est-à-dire que quand l'enfant est petit, il s'imagine que le monde est à son image, que tout le monde pense comme lui, que tout le monde est comme lui, c'est tout centré sur lui-même. Et quand il va arriver entre 4 et 5 ans, l'enfant va découvrir que il y a des enfants différents qui éprouvent des choses différentes et qui peuvent penser différemment. Donc, le principe atelier philo, on va pas pouvoir vraiment le faire avant la fin de la moyenne section. Par contre, on peut parler à propos de situations. Euh, quand il y a eu un jeu, quand il y a eu des émotions. Par exemple, deux enfants qui se sont chamaillés pour prendre un seau ou un objet, etc. On peut se poser pour en parler. Hein. Mais on ne sera pas dans l'atelier philo proprement dit où on part d'un dilemme. Euh, Par exemple, dilemme, est-ce qu'on a le droit de faire des mensonges, par exemple? Euh, bon, il y a des dilemmes qui sont impossibles à travailler avant la fin de moyenne section. Donc, on peut faire du langage enfin, on peut mener des réflexions sur des situations de vie avec des petits, mais on n'est pas dans l'atelier philo. Merci. Avec le service de la communication au siège, on est en train de récupérer tous les enregistrements et tous les supports et ils seront mis à votre disposition. On vous indiquera par mail où les retrouver. Je pense que ce sera sur notre site. Normalement, on devrait faire un dossier
sauf si Nicolas Deroux, qui est présent, notre directeur, a déjà l'idée de où ça se trouvera. Sinon, bah, de toute façon, on vous l'indiquera, le support et les vidéos de tout le colloque. Oui, en effet, et merci Dominique de le mentionner. Les enregistrements, les documents seront mis à disposition du public, qu'il ait assisté ou non à ces webinaires très intéressants les uns et les autres, directement sur le site MLF Monde. Voilà. L'occasion pour moi de vous remercier, hein. Merci à tous et merci pour cette, Monsieur Fleurat, pour cette très bonne intervention, très intéressante, à en croire les échanges avec le public. Merci. Merci Dominique pour l'organisation. Je suis désolé, je n'ai pas pu voir le chat pendant mon marathon là, Il est parce que enregistré, Eric, et donc je te l'enverrai sans ok, problème. parce que c'est vrai que 45 minutes, tout compte fait, c'est court. C'est Ah, court. ouais. C'est court et tu as des collègues d'un peu partout dans le monde. Donc, merci Oui. encore une fois à tous les collègues d'être là. Je vous rappelle notre prochain rendez-vous lundi avec Alain Bentolila et mardi avec Alex de Carvalho. Cher Eric, mille merci pour cette présentation. Est-ce que, il nous reste 5 petites minutes. Est-ce qu'il y a des questions avant que nous nous quittions? Mais je pense que c'était très clair. Je voulais aussi, Intéressé d'avoir des retours sur d'autres environnements que la France métropolitaine. J'imagine que l'école dehors à Dubaï ou à, je sais pas, où j'avais quelqu'un au Liban tout à l'heure, je crois, À ou, Beyrouth. ou en Éthiopie ou à Beyrouth. Voilà. Donc j'imagine qu'on ne va pas être dans les mêmes conditions de sortie. Donc c'est vrai que ça m'aurait intéressé de savoir un petit peu quelles étaient vos conditions, vos possibilités dans vos secteurs. Donc, c'est moi qui pose des questions, vous voyez. Si, je préférerais laisser parler les collègues de Beyrouth, mais chez nous, c'est tendu quand même. Mais il y a plein de collègues là qui sont là si jamais quelqu'un veut prendre la parole. Nous, chez nous, il n'y a pas de souci dans la région de Jounier. Donc, on C'est mieux continue au à faire Liban. des sorties avec les enfants jusqu'à présent. On attend sûrement la situation, s'il va y avoir une dégradation, je ne sais pas. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de souci. On est en train de faire des sorties avec les élèves. Même à Beyrouth, on est en train de faire des sorties avec des élèves. On les fait sortir hors Beyrouth des fois. Vous savez, le Liban est un endroit, est un petit pays où on peut se balader facilement entre les régions. Et voilà, on a par exemple le parc de Beyrouth où les élèves peuvent sortir et l'année passée, on a fait pas mal d'activités au parc à Beyrouth. Et en plus, on a été cette année hors Beyrouth dans la montagne, dans des forêts, euh, dans des endroits qui sont vraiment des endroits qui ne sont pas aménagés. Et voilà, les élèves, soit de maternelle, soit de primaire, ont vécu des moments très intéressants dans ces endroits-là. D'accord, merci. Et c'est pas récent. C'est depuis plus que 15 ans qu'on fait des sorties qui sont un peu régulières dans des endroits différents, dans des forêts, dans des parcs qui sont pas aménagés et tout ça. Et les enfants de tout âge sont même dans des réserves naturelles. Ils sentent le bonheur dans des sorties-là. D'accord. Il y a des collègues qui expliquent que pour eux, c'est difficile, notamment ceux qui sont dans le désert. Est-ce que les collègues qui n'ont pas d'environnement facile ont des expériences qui leur permettent justement de faire quand même quelque chose et ont envie de le partager? Peut-être des jardins intérieurs? Voilà, moi j'allais le dire sur, sur Casablanca, au lycée Alphonse Daudet. Effectivement, bon, nous sommes en ville avec un environnement extérieur qui n'est pas forcément facile. On a une prison juste en face de notre lycée, mais il y a eu un jardin pédagogique qui s'est développé parce qu'on avait l'espace à l'intérieur du lycée où là, par contre, on est
un endroit très agréable une fois qu'on a franchi la porte du lycée. Et effectivement, on a des animaux, une chèvre, des poules, des petits poussins. Il y a également un domaine pour la plantation, pour planter des légumes. Il y a eu des épouvantails de fées à partir aussi de matériel recyclable. Le compost, bien sûr, en lien avec la cantine. Et c'est un endroit, également un espace qui sert pour nos élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, on a aussi un travail spécifique avec eux dans ce jardin pédagogique, donc qui est très, très apprécié des enseignants et très utilisé par toute l'équipe. Oui, merci. Oui, donc on voit bien que bon, quand l'environnement ne le permet pas, on a toujours le jardin pédagogique ou le périmètre de l'école. On peut toujours arriver à faire quelque chose avec ça. Enfin, on peut toujours essayer. Moi, j'avais juste une petite question. Bonsoir. Donc, je suis enseignante au Bonsoir. lycée français à Dubaï. Donc, on a vraiment les mêmes difficultés, hein, dans un milieu très, très urbain avec, quand on a des parcs aux alentours, ils sont presque aseptisés, j'ai envie de dire. On ne trouve pas beaucoup d'éléments naturels. Tout est très vite ramassé, très vite nettoyé. Donc, on a également développé un jardin pédagogique dans le lycée, dans lequel toutes les classes de maternelle vont travailler très régulièrement. Et les élèves apprécient beaucoup. Et on a aussi mis en place des espaces qu'on appelle espaces extérieurs où, et ma question était là, puisque vous parliez beaucoup d'espaces qui n'étaient pas aménagés. Et pour le coup, nous, on a pris un petit peu le parti d'aménager des espaces avec des tables et des chaises où on peut au moins faire sortir les enfants de la classe de temps en temps, à la bonne saison, quand il fait pas trop chaud, bien entendu, et qu'on n'a pas 50 degrés dehors, mais où on peut quand même aller profiter de l'environnement, encore une fois, plus ou moins aseptisé, mais au moins être en dehors de la classe et pouvoir faire des activités extérieures. Donc, c'est un petit peu le compromis qu'on a essayé de mettre en place pour permettre aussi voilà, de sortir, d'aller sur l'extérieur. Je ne sais pas ce Hmm. que vous en pensez. Mais il est de bon sens, votre compromis, hein. C'est évident que quand quand il fait meilleur à l'extérieur que dedans, il vaut mieux faire classe dehors. Après, il y a la partie classe où on est assis à une table, où on fait des travaux plus scolaires, et puis il y a le moment où on se lève et puis on fait des activités plus physiques. Donc, non, c'est tout à fait normal dans l'environnement dans lequel vous évoluez, avec le climat qu'il y a à Dubaï. C'est tout à fait normal que vous choisissiez de faire classe dehors, c'est même beaucoup mieux. Moi, vous savez, j'ai commencé, j'ai lancé la classe dehors à la suite d'une canicule qu'il y avait ici. On était à la fin du mois de juin en 2019, et dans les classes, il faisait, je ne sais plus, je crois que c'était 37, 38. Et les enseignants se plaignaient, ils avaient trop chaud, ils avaient trop chaud. Mais je ne comprenais pas, mais je leur disais, mais sortez! Qu'est-ce que vous faites à l'intérieur? Il y avait un petit bois juste derrière, il y avait tout ce qu'il fallait pour perdre plus de 10 degrés. Ils restaient enfermés dans leur classe. Et là, ça m'est monté un petit peu à la tête. Je dis, bon, ben, ok, très bien. Maintenant, pendant les vacances d'été, j'ai préparé tout ce qu'il fallait pour mobiliser des animateurs nature du monde et puis inciter les enseignants à sortir plus naturellement de leur classe de façon à ce que qu'ils fassent classe dehors chaque fois que possible, mais aussi que quand il fait chaud, ils aient au moins le bon sens de sortir. Voilà. Donc vous, il fait chaud tout le temps, pratiquement à Dubaï, Et j'imagine. nous, quand il fait Hein? chaud, c'est plutôt le bon sens de rentrer, en fait. Ouais. Merci beaucoup. Collègue de Valladolid qui a partagé dans le chat une expérience autour d'un lac. Je ne sais pas si elle veut prendre la parole ou si elle est partie. Luciane? Écoutez, oui, que c'est très bien, qu'aujourd'hui on est sorti ce matin et en plus on a eu la chance d'avoir des élèves qui venaient du Havre, des Français. Et donc on a sorti nos GS avec des troisièmes et c'est vraiment merveilleux. On a fait de la poésie aujourd'hui et c'est des échanges vraiment super intéressants et enrichissants. Quelqu'un a mis dans le chat qu'il était au Sahara. Oui, c'est Christelle à la C'est- Youn. Je ne sais pas si elle est Oui. encore là, Christelle. Oui, Oui, elle je est suis là. là et puis je suis même dans la voiture là en train de traverser une partie du désert puisqu'on Ah va ben, à Daraa. fais-nous voir ça. Euh, voilà, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. C'est un peu flou. Alors, Oui. comment vous faites, Au- vous, à la Youn, dans le Sahara? Alors à la Une, eh ben, c'est très difficile de sortir de l'école, mais à force de jeter des plantations de glace
dans une plate-bande et puis d'y avoir installé un compost, nous avons créé une mini-forêt. Il y a un triangle de sable qui est devenu une mini-forêt avec des arbres actuellement qui font je crois, 3 mètres de hauteur. Enfin, ça doit faire 3 mètres sur 4 mètres sur 5 mètres, ce triangle-là. Et je réfléchis au fait qu'on pourrait peut-être créer une salle de classe extérieure sous les arbres, là, dans ce petit triangle. Et déjà, dans la cour, c'est le seul point de nature que nous ayons. Vraiment, le seul. Et après, il faudrait marcher quand même un bon moment pour aller dans un parc, comme en parlait la collègue, qui est très aseptisé, avec la pelouse à 3 cm. Là, il n'y a pas ni un caillou, ni une branche, rien. Donc, la nature, il faut qu'on la cherche quand même très fort. Hein. Oui. Alors, elle est sous les pavés de la cour, hein, on a du sable. Sous les pavés de la plage. Voilà. Voilà. Mais on va chercher. Mais vous avez réussi quand même à recréer un tout petit espace. Et ne serait-ce que ça peut donner des idées aux enfants. Parce que bon, ben, c'est d'autant plus précieux que c'est rare. Oui, c'est ça, ça. Et d'ailleurs, ça fait aussi venir, ça enrichit la biodiversité. On a des insectes, parfois des libellules, des coccinelles, voilà. Donc, il va falloir exploiter cet endroit et l'enrichir. D'accord. Merci en tous les cas. Merci à vous. Très bien, mais il me reste à te remercier encore une fois, Eric, pour cette belle session. Et merci à tous les collègues d'avoir été là. Et rendez-vous donc lundi prochain. Bonne fin de semaine pour ceux qui vont bientôt être en fin de semaine. Bonne soirée. Ouais, merci à tous pour ce tour du monde, très agréable. Bonne soirée, au revoir. Merci.